Bienvenue sur Bac FM. Aujourd'hui, on parle basket en compagnie de Nicolas Petiot qui a démarré le sport dans la Nièvre dont il est originaire. C'était sa première saison en tant qu'entraîneur de la JDA Dijon Basket Fauteuil. Et pour une première, on peut dire que c'est plutôt une réussite puisque son équipe a décroché le titre de champion de France en National 3. Bonjour et bienvenue Nicolas, ça fait maintenant 8 ans que vous êtes à la JDA et c'était votre première saison en tant qu'entraîneur de l'équipe de basket fauteuil. Quel est le parcours qui vous a mené jusqu'à cette équipe aujourd'hui ? Bonjour, merci de me recevoir. C'est un parcours de basketteur valide assez normal. J'ai commencé dans la Nièvre à Infi, ensuite je suis parti à l'EBFN, et puis il a fallu partir à Dijon pour faire ses études à ce moment-là. Donc ce parcours-là, adolescent et enfant, on va dire, il m'a permis de passer quelques diplômes de coach, d'arbitre, ce qu'on fait à ce moment-là pour participer pleinement à la vie de ce sport. Et puis j'y suis revenu il y a effectivement une dizaine d'années à Dijon, dans ce club mythique qu'est la JDA, qui a un club pro, a un centre de formation, de nombreuses équipes valides et une certaine idée de la performance et du travail de basketteur. Et il y a au cœur de ce club, depuis plus d'une vingtaine d'années, une section handisport, donc qui, on va dire, du basket fauteuil. Et puis moi, pendant mes années de coach valide et de dirigeant de la JDA, je soutenais par logique, on va dire, le basket fauteuil, mais sans trop m'en approcher plus que ça, parce que malgré tout, on est un peu tous confrontés, quand on est valide, à cette particularité du handisport, à essayer de savoir est-ce que c'est vraiment pour nous, est-ce que c'est pour tout le monde, comment ça se joue, est-ce que c'est les mêmes sports. C'est des questions où il faut vraiment aller sur le terrain en fait pour y répondre. Et c'est comme ça que je suis arrivé après plusieurs années en tant que coach valide jusqu'à cette responsabilité au sein du basket fauteuil. Et pourquoi vous avez décidé de de passer au coaching handisport ? Cette année, on avait une nécessité de coach. Nos effectifs et nos recrutements appelaient à ce qu'on trouve un coach, et puis on n'a pas vraiment trouvé les profils qui nous parlaient. Donc je me suis dit, bon, allons-y. J'ai pris la saison alors qu'il y avait déjà 2 ou 3 matchs de démarrer, et j'avais l'occasion professionnellement d'y consacrer du temps, donc du temps bénévole, mais mes obligations professionnelles me permettaient de le faire. Donc c'était un défi. Et puis c'était un défi dont il y avait le cadre pour se permettre de le faire sans trop de contraintes. La chance que j'ai, moi, c'est qu'il y a une équipe à ce moment-là qui est déjà, en termes de joueurs et de joueuses, très structurée. Et vu que c'est un club qui a dans son ADN l'idée de formation, bon, ça correspondait à ce que moi j'en vois et à comment je fonctionne vis-à-vis du sport. Et au niveau coaching, qu'est-ce que ça change de former une équipe valide et une équipe qui est porteuse d'un handicap ? Est-ce que c'est totalement autre chose ? Alors, dans le rôle du coach, il y a l'idée d'essayer d'harmoniser, c'est-à-dire d'harmoniser des compétences, d'harmoniser le travail que va faire l'entraîneur, lui, à faire une répétition permanente des fondamentaux, d'évoluer petit à petit à chaque fois que des éléments vont être acquis. Et le rôle du coach, ça va être de faire que cette équipe donne une seule et même idée, une seule et même attitude. Donc, à ce niveau-là, ça change pas grand-chose. Là où il va y avoir une particularité, en tout cas pour moi dans l'expérience que j'ai vécue, c'est la jeunesse de ce groupe et son aspect très féminin. C'est-à-dire que la personne qui s'appelle Damien Lordel, qui a structuré ce projet à Dijon au sein de la JDA, c'est quelqu'un qui a toujours voulu que les jeunes et la formation dijonnaise, régionale, donc bourguignonne, mettent en avant les féminines et puis
prennent en compte la difficulté qu'il y a à former un joueur handi sur le long terme. C'est quelqu'un qui dit que, par exemple, il faut 7 ans pour former un joueur. Donc, la vraie différence, elle va être là, en fait, dans la digestion qu'il y a des acquis. Et vous pouvez passer des fois très très longtemps sur une notion de fondamentaux. Là où chez les valides, je pense qu'on est sur des temps de maturation qui sont peut-être un peu plus courts au final. Et qu'est-ce qui différencie au niveau du sport en lui-même une équipe valide d'une équipe handisport ? Pas mal de choses quand même au final. Déjà tout ce qu'il y a autour. Avant d'arriver sur le terrain, vous avez tout ce qui est de l'ordre de l'organisation et du matériel qui appelle à avoir à la fois des moyens financiers qui prennent en compte les notions de mobilité. Vous avez besoin de minibus, de remorques, de tout ce qui va permettre à un moment que les personnes en situation de handicap se déplacent. C'est donc des moyens financiers complexes. Il faut savoir, par exemple, un fauteuil de compète en basket fauteuil, c'est environ 10 000 euros. Donc là, vous êtes dans des coûts pour pouvoir pratiquer où votre club va vous aider, les collectivités vont vous aider et vous-même, vous pouvez y participer. Mais c'est déjà un aspect qui est très particulier parce qu'il y a un coût important pour pouvoir pratiquer. Ensuite, au-delà des aspects matériels, ce qui va différencier, c'est le rapport à l'âge des gens. Je reviens à ça, mais vous savez, on dit, j'ai commencé, moi, le basket à 7 ans. Okay. Mais vous pouvez commencer votre vie d'handi à 30 ans. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont handicapées qui vont être en situation de handicap de naissance et puis d'autres qui vont le devenir parce que la vie va amener un accident ou une maladie et donc ça veut dire que en fait vous renaissez à quelque chose ou vous naissez à quelque chose, ce qui veut dire que vous pouvez avoir quelqu'un de 35 ans qui est handi depuis 2 ans et donc qui va démarrer en fait son apprentissage. Et là, vous avez une vraie particularité par rapport aux valides où finalement les âges vont en permanence classer. J'ai une équipe cette année qui est l'équipe de National 1, ça va de 16 ans à 50 ans. Voire même un peu plus, parce que même notre présidente a joué cette année, et c'est quelqu'un qui approche la soixantaine, qui est l'une des fondatrices du basket fauteuil à Dijon, avant même le fait que ça rejoigne la JDA, et cette différence-là, vous n'allez pas la retrouver en valide à des niveaux de compétition tels que les U15, les U17, ce genre de choses. Ça, c'est une des spécificités. Est-ce que ça a représenté un défi au début pour vous d'entraîner cette équipe ? Vous avez eu besoin d'un temps quand même pour vous adapter Oh là, je considère que ce temps, il n'est pas fini. Il est... Oui, c'est un sport... c'est ce que je dis souvent à notre directeur sportif, c'est que je trouve que c'est un sport qui appelle à être humble, parce qu'il ne permet pas de se cacher. Je trouve que des fois, dans le basket valide, on n'est pas forcément obligé de toujours être à fond. Il y a des erreurs qui peuvent un peu passer. Des fois, ça m'est arrivé en valide de pas trop défendre, par exemple. Mais là, la moindre erreur se paye cash. Puisque de toute façon, puisque c'est un jeu de positionnement, il suffit que vous soyez mal positionné, que vous ne fassiez pas l'effort nécessaire pour aller vous repositionner ou empêcher quelqu'un de passer, par exemple, ça va se payer tout de suite. Donc le premier des défis pour un coach qui découvre, ça va être de s'adapter aux règles de ce sport, à ses spécificités de placement et de mouvement, de comprendre les fondamentaux. Moi je suis arrivé avec une idée très très rapide de ce qui pouvait se faire et puis j'ai vite déchanté dès le premier match sur le fait que nos joueurs n'en sont pas là et donc il faut accepter que on va faire ce qu'on est capable de faire et c'est tout le principe finalement du handisport tel que moi je l'ai vécu, c'est la spécificité elle tient à l'idée que vous allez adapter par rapport à ce que quelqu'un peut vraiment faire ou pas et donc votre stratégie ensuite se développe avec ça. Et c'est quoi qui vous a le plus surpris la première fois que vous avez assisté à un match de handisport ? La violence. Alors je dis la violence, mais c'est pas le bon terme. Ce qui m'a surpris, c'est l'engagement. C'est-à-dire quand vous voyez pour la première fois 2 personnes en fauteuil s'entrechoquer et qu'il y en a un qui vole
et que qu'on vous explique que vous devez aller le remettre sur ses roues et que vous dites mais je suis tombé dans quelque chose dont je m'attendais pas à cet engagement-là, et ça c'est le premier truc. Après le second, c'est à quel point c'est fluide quand c'est bien joué. Je trouve que malheureusement cette année, moi j'ai croisé beaucoup d'équipes qui jouent un peu toutes de la même façon. C'est-à-dire on va placer un grand joueur, quelqu'un qui a plus de taille dans un endroit, on va tout faire pour lui placer le ballon, et puis globalement c'est toujours la même attaque. Ce qui a été construit à Dijon avec les années, c'est d'essayer de faire participer l'ensemble de l'équipe et de faire qu'il y ait un mouvement permanent. Et ce mouvement permanent, il apporte une espèce de balai à tout ça qui est vraiment beau à voir, je trouve, donc qui donne un intérêt stratégique à la compétition. Et quand vous êtes arrivé dans cette équipe, est-ce que vous avez tout de suite repéré son potentiel ? Vous avez tout de suite su que vous allez pouvoir les amener jusqu'à la victoire ? C'était pas vraiment un objectif. C'est-à-dire qu'en début de saison, en tant que dirigeant, on se donne des objectifs sportifs, et c'est petit à petit qu'on a découvert en fait que cette équipe en National 3 avait effectivement une capacité d'aller assez loin. Et il y avait cette spécificité cette année que cette équipe de National 3 a dû combler le manque d'effectifs en National 1. Donc finalement, c'est à peu près le même effectif de la National 3 qu'a joué en National 1, qui pour certains c'était beaucoup trop fort, beaucoup trop dur, et il y a eu un espèce de double schéma de formation. C'est-à-dire on pense à la JDA que la National 3 est un endroit parfait pour les jeunes joueurs, pour ceux qui débutent, pour apprendre. Et il y avait les deux façons d'apprendre. La façon optimale, qui était la National 3, et puis la National 1, où là, il fallait aller se confronter à des très bons joueurs, des équipes qui jouent ensemble depuis très très longtemps. Mais on a vu en National 3, oui, à peu près au premier quart de championnat, qu'il y avait quelque chose qui pouvait se faire, qui avait peut-être un objectif, et puis on a très vite mis cet objectif de ne pas perdre, parce que c'est une équipe qui a réussi à faire tout ce championnat sans défaite, ce qui est assez remarquable, ce qu'ils ont fait là. Et en plus de ça, aller gagner le titre, c'était un objectif pour donner à ce club et puis donner à ces jeunes-là une expérience. Aller jouer les Final Four à Toulouse, c'est une expérience. Se battre comme ils l'ont fait, avec la résilience avec laquelle ils l'ont fait, c'était vraiment une expérience qu'on souhaitait qu'ils puissent avoir. Et tout à l'heure, on en parlait justement du sport féminin. Dans votre équipe, donc elle est mixte, et il y a pas mal de femmes, ce qui veut donc dire que vous avez votre rôle à jouer dans la représentation des femmes dans le sport. Est-ce que c'est un point qui est important pour vous ? C'est primordial. C'est quelque chose où l'expérience de la JDA vis-à-vis des féminines montre qu'elles ont une place dans ce sport, dans le basket fauteuil, qui est essentiel à développer. Et puis on a la chance d'avoir par exemple Lucie Nollet, qui est une joueuse qui est devenue l'un des piliers de l'équipe de France féminine. Voir jouer Lucie ou regarder jouer Lucie, c'est apprendre. C'est assez incroyable comme elle est talentueuse, et en plus de ça, elle est aujourd'hui, on pense, on va dire à 50%, 60% de son potentiel optimal. Lucie, c'est la preuve que les féminines peuvent jouer un rôle très important, quelquefois même dépasser des compétences d'hommes ou de masculins, et on tient beaucoup à Dijon à pouvoir proposer aux féminines qui le souhaitent de venir travailler avec nous, parce que on a les jeunes pousses qui arrivent. Je pense à Maria Ernest Augustin qui vient de vivre là sa première sélection en équipe de France, qui va aller en juillet avec les jeunes Européens représenter la France. Là encore une fois, on voit bien qu'on est face à des profils et des potentiels très talentueux, dont maintenant il ne faut pas se tromper, ce n'est que le début du chemin, mais il y a une possibilité pour les féminines de jouer un rôle très très important là-dedans. Et est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, le handisport, et donc le basket plus précisément, ça tend à se développer encore plus ? En tout cas, je le souhaite. C'est-à-dire que là, la fédération fait des ouvertures, par exemple, vers la possibilité que les valides viennent jouer, ce qui, par exemple, pour des lycéens ou des jeunes étudiants, c'est la possibilité d'aller pratiquer ça.
Moi, ce que j'espère, c'est que les barrières intellectuelles entre le monde handi dans le sport et le monde valide se cassent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore trop de gens qui pensent que même pour aller supporter une équipe handi, il faudrait être soi-même handi. Non, c'est un sport comme un autre, dans les tribunes, vous êtes bien qui vous voulez, et à partir de là, il faut y trouver l'intérêt du sport. Donc il y a effectivement une nécessité de médiatisation pour que les gens y aillent, mais c'est pas la médiatisation qui fait tout. Après, c'est la curiosité, c'est l'intérêt du sport. Voir jouer Lucine Olé, par exemple, je trouve ça rend ce sport beau. Et à partir du moment où le sport est beau, des gens peuvent en devenir des supporters, des soutiens, ou même des bénévoles ou des dirigeants dans les structures. Donc ce développement, moi je le souhaite. C'est pour ça que je m'y engage, par exemple. C'est que je pense qu'il y a un enjeu là-dedans. Et puis que ça soit sur les handicaps visibles ou les handicaps invisibles, de toute façon, on a un intérêt à une inclusion sociétale, à faire que, un peu comme dans des pays comme le Canada, qui me paraissent un peu en avance dans la façon d'inclure les handicaps partout, qu'on arrive à faire que les choses se mélangent, mais avec un naturel sans nom, en fait. Et si on revenait sur cette fameuse finale que vous avez remportée, est-ce que vous avez rapidement senti que le titre il allait être pour vous, ou est-ce que quand même l'équipe elle a été mise en difficulté ? Alors on a été mis en difficulté par le rythme lui-même de cette finale. C'est-à-dire déjà à la base c'est un Final Four, donc il doit y avoir 4 équipes, les 4 équipes qui ont remporté leur poule. Donc c'est par territoire. Hein. Nous on était donc sur la région Bourgogne et puis l'Est. Et il y a une équipe déjà qui n'est pas venue. Donc il y a eu un forfait. Ce qui veut dire que la structuration de ce Final Four a fait que par tirage au sort, on s'est retrouvés, nous, à devoir jouer nos 2 matchs le même jour avec 30 minutes de pause. Ça, c'était une question, voilà. Mais on a des joueurs, et c'est une des spécificités de notre structuration, qui étaient prêts physiquement. Faut savoir qu'ils ont plus de 3 entraînements par semaine, qu'ils ont la possibilité entre 2 et 3 fois par semaine d'aller en prépa physique. On leur propose d'être accompagnés par une préparateur physique toute l'année. Donc ça, on savait que ça tiendrait. Que ce serait dur, on n'aurait pas fait un match de plus, mais on savait que ça tiendrait. Après, vous savez, ça reste un sport où l'adresse est déterminante, le mental est déterminant. La chance qu'on a eue, c'est que cette équipe, elle a vraiment maturé, j'ai envie de dire, dans son jeu. Allez, on va dire 2 matchs avant d'arriver à Toulouse pour le Final Four. Et on a eu des difficultés d'équipe juste avant. Il y a eu une sorte de déclic et de là ils sont devenus intéressants. Maintenant l'équipe de Toulouse c'était une grosse équipe qui a même eu dans sa structuration des joueurs qui jouent en élite, qui est le plus haut niveau du basket fauteuil en France. Notre résilience et notre fond de jeu ont réussi à passer devant. On a compris, on va dire à la mi-temps, à la mi-temps du dernier match, on a compris qu'il pourrait pas revenir sur ce qu'on était en train de faire. En fait. Et en tant qu'entraîneur, quand on voit son équipe jouer et surtout son équipe remporter un match, qu'est-ce qu'on ressent ? Alors moi j'ai un peu tendance à sauter partout quand je suis sur le côté, donc moi j'étais surtout très fier d'eux parce que ce sont des jeunes, et pas que des jeunes d'ailleurs dans l'équipe, mais ce sont des joueurs et des joueuses qui ont travaillé toute l'année. Il faut savoir qu'ils commencent au mois d'août, mi-août, voire même début août, avec un rythme très soutenu. On laisse passer peu de choses sur ce qu'on veut qu'il soit réalisé sur le terrain et ce qu'on veut qu'il soit acquis. C'est un rythme très intense pour eux toute l'année et ce qu'on ressent, c'est de la fierté de voir ce groupe évoluer, de voir des défauts qu'on a réussi à gommer tous ensemble. Et puis après, on est content pour le club au sens où tous ceux qui sont investis dedans depuis des années méritaient à un moment un titre comme ça parce que c'est rare un titre de champion de France quand même. Du coup, là, ça permet... voilà, je vous parlais de la présidente tout à l'heure, je suis ravi qu'elle soit récompensée comme ça. Le directeur sportif, il le mérite amplement au vu de tout le travail qu'il peut fournir.
mais jusqu'aux bénévoles qui tiennent la buvette ou aux bénévoles qui font le DJ dans le gymnase. C'est-à-dire que là, ça récompense tout un club. On pense surtout à ça. Et puis après, je vous dis, vu que je saute partout, moi, je fais surtout gaffe à pas trop avoir de haut le cœur. Mais on est surtout très fiers. Ouais. Et ça fait combien de temps qu'il existe ce club, cette équipe ? Je vous dis, ça fait plus de 25 ans qu'il y a du basket fauteuil à Dijon. Dans la JDA une vingtaine d'années, et puis sous cette forme-là, c'est-à-dire la structuration qu'on a aujourd'hui, ça fait 3 ans, puisqu'on a constitué une association à part de la section valide. Pendant 20 ans, c'était dans ce que j'appelle la structure mère, c'est-à-dire l'association où il y avait valide et handi. Et là, pour le développement, pour favoriser le développement, on a créé une association à côté. Donc ça fait 3 ans sous cette forme-là. C'est son premier titre national en tant que nouvelle association de la JDA. Et il y a peut-être certains de nos auditeurs qui aimeraient un peu plus découvrir ce sport. Il me semble que vous avez des portes ouvertes qui arrivent à grands pas. Ouais, alors déjà, moi pour le découvrir, je dirais à tout le monde qu'à un niveau régional, on a la chance d'avoir une région où il y a des clubs partout. Ici dans la Nièvre, je prends l'exemple de Varennes-Vauzelles par exemple, il y a un club de handisport, donc de handi-basket, c'est la première façon de découvrir. Ensuite, vous avez des gens qui essayent de structurer. Je pense à Cosne-sur-Loire, par exemple. Aujourd'hui, il y a des gens qui essayent de monter un club de basket fauteuil. Et c'est l'occasion aussi d'aller avec eux, voir où ils en sont, et puis essayer de développer. Et effectivement, nous, à Dijon ce week-end, pour faire découvrir, et puis à la fois le faire découvrir à un niveau loisir, mais aussi à un niveau compète, et puis aussi pour annoncer que nous recrutons des jeunes et des féminines, on fait des portes ouvertes qui sont tournées à la fois sur des détections, c'est-à-dire l'idée de proposer à tous les jeunes qui seraient intéressés de nous rejoindre, et les féminines, et un côté plus loisir avec la possibilité d'essayer, c'est-à-dire de monter sur un fauteuil, de participer à un tournoi de 3-3 ou un concours de tir. Bon. Tout ça avec la chance que l'entraîneur de l'équipe de France féminine sera parmi nous pour à la fois une intervention technique où là il va parler purement de basket, stratégie de basket, et c'est bien pour les entraîneurs, qu'ils soient handi ou valides, de venir écouter des spécialistes comme ça. Notre directeur sportif également lui fera une intervention technique, et puis à côté c'est entremêlé de moments où on présente nos partenaires, les actions des collectivités, on fait une présentation de nos différents projets. On travaille actuellement par exemple à un garage solidaire dont l'idée c'est alors c'est pas un garage de voiture, c'est un garage pour nos fauteuils, puisqu'on a de gros besoins mécaniques autour de nos fauteuils, et c'est l'idée de dire aux gens si vous aussi vous êtes en fauteuil, nous on a des gens qui font de la compète, on a des gens qui customisent leur fauteuil, il y en a des gens comme ça, il y a moyen de se croiser les uns les autres autour de ça. Donc on fait 2 jours qui sont des portes ouvertes à la fois qu'on veut conviviales, parce que l'ambiance dans les gymnases, c'est quelque chose d'ultra important, et puis à vivre quand on habite dans une ville. Soutenir sa ville, c'est ultra important. Et puis, c'est l'occasion aussi pour les gens un peu plus spécialistes de nous rejoindre. On va essayer de mélanger tout ça. Ouais. Et maintenant que vous êtes champion de France de National 3, qu'est-ce qui est prévu pour la suite, que ce soit pour vous ou pour l'équipe ? Est-ce qu'il y a d'autres compétitions en vue ? Déjà, on a nos 2 jeunes sélectionnés là, qui partent en Turquie pour les Jeux paralympiques en juillet. Nous, les échéances maintenant, c'est de travailler comme le font tous les dirigeants de clubs à nos recrutements, à la préparation de la saison à venir, et dans cet objectif sportif, nous on crée un centre de développement. C'est-à-dire que cette idée d'appeler les jeunes et les féminines à nous rejoindre, c'est aussi l'idée de structurer autour d'eux. Donc on va vivre l'année 0 de notre centre de développement. Ça va être un test, comme un teaser. Et l'idée va être de commencer de structurer avec des moyens pros autour de cette formation des jeunes. Et les objectifs là, ça va être de continuer le travail, ce qui est primordial pour l'ensemble de nos effectifs, tout en recrutant 1 ou 2 personnes à des niveaux d'expérience qui nous permettraient de seconder un peu notre directeur sportif, de seconder les coachs, et puis de continuer d'ouvrir aux jeunes et aux féminines le plus possible. Donc les objectifs sportifs, ça va être, je crois, de rester dans les 2 championnats où on est là, la Nationale 1 et la Nationale 3, et d'étoffer notre façon de fonctionner, et d'étoffer un petit peu en recrutant. Ok, donc vous, de votre côté, vous prolongez en tant qu'entraîneur pour cette équipe ? Alors, si le club a besoin, oui. Mais moi, je suis à disposition de mon club dans ce genre de cas-là. On va voir
comment les équipes se structurent, comment chacun peut y trouver sa place. Et si notre direction sportive et notre commission sportive font appel à moi une année de plus, j'irai avec grand plaisir parce que le défi maintenant, il est d'apprendre. C'est-à-dire, c'est d'aller se spécialiser, de regarder un peu ce qui se fait dans les formations nationales ou internationales. Je suis un immense fan de basket américain, de la NCAA à la NBA. Donc, je regarde maintenant ce qui se passe du côté des universités américaines en basket fauteuil. Il y a la même dimension de spectacle, de show qu'il existe chez les valides, qu'il existe en handi. Et j'aimerais bien faire un tour moi du côté des États-Unis, regarder un peu comment ils structurent ça, parce que sincèrement, une fois qu'on découvre et qu'on passe le côté barrière de ce que peut-être être cette fausse idée vis-à-vis du handicap, et une fois qu'on a compris que c'est un sport comme un autre, ça devient à la fois un enjeu sportif stratégique passionnant, mais également les enjeux de développement, ils sont marrants autour du spectacle, de comment est-ce qu'on peut faire que les gens aient envie de venir et d'y participer. Et puis les Américains sont quand même forts là-dessus. Très bien, merci beaucoup à vous et on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup.